Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi 14 juillet 2026 et notre cher ami, notre très cher ami, Larry Johnson, est avec nous. Ravi de te revoir, Larry. Tu dis ça juste parce que tu as une plus belle chemise que moi aujourd'hui. Oui, mais la tienne est tellement belle au fait. Oui, c'est un t-shirt Sarah. Survie, évasion, résistance, évasion. Larry, je vais commencer par les attaques contre Bahreïn. Il semble que l'Iran ait frappé Bahreïn plus de 30 fois. Je ne sais pas exactement combien de fois, mais c'est beaucoup. Et les missiles balistiques traversent tout simplement le système de défense aérienne. On a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de système de défense aérienne. L'une des vidéos publiées aujourd'hui montre justement ça. On dirait que... Enfin, je vais te la montrer. Je ne sais pas. C'est quoi ça? Des feux d'artifice? Qu'est-ce que c'est? Le système de défense aérienne est en train de complètement échouer. Oui, quoi que ce soit, si ça a touché l'ogive s'est désintégré et s'est dispersé partout. On ne sait pas encore si elles ont explosé à l'impact ou non. Laisse-moi te parler de l'autre, Larry. Oui, peut-être un autre type de missile. Oui, celui-là est différent. Anastas Nabracidi. Oui, quelqu'un a dit que c'était Kermanshah. Oui, Kermanshah. Khorramshahr. Khorramshahr, c'est le nom d'une ville, vous savez, la ville juste à côté de la frontière avec l'Irak. La frontière entre l'Iran et l'Irak, cette région-là. En fait, c'est la ville qui a été occupée pendant la guerre de 8 ans entre l'Iran et l'Irak. Et le missile s'appelle Khorramshahr. Un missile qui possède plusieurs ogives. D'accord. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé hier, mais je veux vraiment le redire. L'Iran a une tâche bien plus facile dans cette nouvelle guerre contre les États-Unis que les États-Unis eux-mêmes. J'estime que l'Iran dispose d'au moins 1 millier de missiles et de drones répartis le long de cette côte d'environ 300 km du nord au sud de l'île de Keshm. Ça veut dire que les États-Unis vont devoir essayer d'attaquer 1 millier de cibles différentes. Et même s'ils en touchent une, rien ne garantit que l'Iran puisse immédiatement, disons, remplacer, par exemple, si une position de lancement de missiles est détruite, rien ne dit qu'il puisse aussitôt en installer une nouvelle. Vous savez, les États-Unis doivent faire face à plus de 1000 cibles, avec un nombre limité de missiles qu'ils peuvent tirer, que ce soit des JASSM ou des Tomahawk. Ils n'en ont pas une réserve illimitée. Et si ça dure un certain temps, disons un mois, et qu'ils en tirent une centaine par jour, eh bien au bout de 30 jours, on arrive à 3000. Or, je crois que le stock total de Tomahawk est inférieur à 3000, par exemple. Alors qu'en face, l'Iran, tout ce qu'il a à faire, c'est frapper une dizaine de cibles. La base aérienne d'Al-Salem au Koweït, la base d'Al-Salem à Bahreïn, et peut-être aussi, vous savez, le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn. La base militaire et la base terrestre au Koweït. Ensuite, il y a Al-Udeid au Qatar, ça fait 5. Il y a les 2 bases en Jordanie, les bases aériennes Mouafak al-Salti et Prince Hassan, donc ça fait 7. Puis il y a la base aérienne d'Al-Dhafra aux Émirats arabes unis, 8. Et enfin, l'installation navale de Duqm à Oman, qui accueille les porte-avions américains, ça fait 9. Disons donc au maximum 12 cibles. L'Iran, lui, n'a pas besoin de chercher où sont les cibles, il le sait déjà. Il lui suffit juste de déterminer quelles coordonnées précises à l'intérieur de chaque site il va frapper. Leur objectif, c'est de détruire les États-Unis avant que les États-Unis ne puissent affaiblir et détruire la capacité de missiles de l'Iran.
missile capability. Here is Larry. This is Bahrain. Voilà, Larry. Là, c'est Bahreïn. Et ça, c'est un entrepôt sur la base navale de soutien à Bahreïn. Regarde la cible ici. Aujourd'hui, ils ont publié certaines de ces photos. Les Iraniens les ont publiées. Et l'autre cible était au Qatar. Au Qatar aussi, c'est un entrepôt avec des véhicules et du matériel militaire américain sur la base aérienne d'Al Udeid. Tu vois la cible ici? Oui. In Qatar. You see the target here? Yeah. Oui. And the third one that they published today was Et le troisième qu'ils ont publié aujourd'hui, c'est celui-ci. photo here. Cette photo ici, c'est le Koweït. Et là, on voit un centre de commandement et de radar pour drones sur la base aérienne d'Al-Salem, au Koweït. En gros, ils ont complètement détruit l'installation. They destroyed the whole facility there. Yeah, that's what I'm saying. They can Oui, destroy just a piece c'est every exactement day. ce que je dis. Long, you gotta Ils peuvent détruire un petit morceau chaque jour. Et très vite, ce ne sont plus des éléments qu'on peut reconstruire facilement. Vous savez, c'est une chose de perdre un lanceur. On peut en amener un autre assez vite, avec des missiles de remplacement. Mais quand c'est un vrai site radar ou un entrepôt de stockage complet qui est détruit, là, on ne reconstruit pas ça du jour au lendemain, ni même en 1 ou 2 semaines. can't rebuild that overnight or even in a week or two. Did you see the footage? Tu as vu les images où on voit les missiles frapper les cibles? Parce que ce n'est pas seulement une histoire de missiles. On dirait qu'il n'y a pas de système de défense aérienne à Bahreïn. Je ne sais pas s'ils les ont perdus. And Jordan. And Jordan. Et la Jordanie. Well, it goes back to what, Oui. Professor Postol- Eh bien, ça rejoint ce que le professeur Postol a expliqué. Avec les missiles balistiques, même s'ils ont encore des missiles Patriot 3 ou PAC-3 pour le système Patriot, ça ne fonctionne They don't pas. work. Ils sont très très peu fiables et franchement, ils n'ont jamais vraiment montré qu'ils pouvaient intercepter quoi que ce soit de manière efficace. Interception. So, Larry, this is Jordan. C'est Jordan. And Et vous voyez à chaque fois que Scepters essaye d'intercepter le missile, il n'arrive jamais jusqu'au missile. To the missile. And you see, Ah. Et vous voyez, oh mince, ça a raté. Comment c'est possible? Désolé. that be? Sorry. yeah. Oui, on regarde 4 de ces missiles. Et cette vidéo montre comment ils atteignent leur cible sans la moindre difficulté, sans interception. Oui, voilà le deuxième. Là, on y est. Celui-là, il n'est même pas près du tout. That's not even close. Yeah, no, I mean, that's. Oui, non, je veux dire, c'est ce que Ted faisait remarquer, que malgré toute la propagande occidentale ici, ça se passe plutôt bien. Là, juste là, c'est dépassé? Right there. Zip past it. Yeah. Oui, oui, voilà le suivant. Here is the next. Et on en a un autre qui touche la cible encore une fois. Ça veut dire que, Target again. peu importe, It's ils n'ont pas de système de défense aérienne en Jordanie ou dans un de ces pays du Golfe, si je ne me trompe pas. in Jordan or in one of these GCC countries, if I'm not mistaken. It didn't matter if they did. Peu importe s'ils l'ont fait ou non. Whether they have it or not. Qu'il l'ait ou pas, ça ne marche pas. C'est ça le point. S'ils interceptaient vraiment autant qu'ils prétendent le faire, on verrait des vidéos de ces interceptions. See the videos of the interceptions. Yeah. We're not. There is no Oui, video. il n'y a pas de I vidéo. haven't seen the video Je n'ai pas encore vu d'image de l'interception. Peut-être qu'on pourra en trouver une plus tard. later on. Et voici ce que Donald Trump a déclaré aujourd'hui, Larry. Donald Trump said today, Larry. Vous changez votre position sur le détroit d'Ormuz en appliquant une taxe de 20%. Comment en êtes-vous arrivé à la décision que vous venez d'annoncer? Oui. Alors, quand j'ai publié ça hier, en fait, on fait ça depuis de très nombreuses années. Et ça n'a jamais été juste pour moi qu'on protège le détroit alors qu'on prend pratiquement rien. On n'a pas besoin du pétrole, pas du tout. C'était pas important pour nous, mais ça l'était pour nos alliés. C'était important pour des pays avec lesquels on s'entend très bien,
y compris les grands États du Golfe. Donc je l'ai publié hier. Je trouvais que c'était bien. J'ai reçu des appels de différentes personnes, de différents pays, des rois, des émirs et tous ces gens qu'on connaît bien et qu'on apprécie. Et franchement, ils ont toujours été des partenaires solides. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient faire les choses autrement, qu'ils aimeraient investir aux États-Unis avec des milliards et des milliards de dollars et continuer sur cette lancée exceptionnelle, parce qu'il n'y a jamais eu une période comme celle-ci pour les États-Unis, avec les usines, les sites industriels et tout le reste. Et nous, on préfère investir massivement aux États-Unis plutôt que de faire payer des frais. Et en fait, ça me plaît, parce que je ne pense pas que qui que ce soit devrait pouvoir imposer des frais pour le détroit ou pour n'importe quel autre détroit dans d'autres régions du monde. Personne ne devrait vraiment être dans cette position. Mais dans notre cas, c'était plutôt une forme de remboursement. Les États du Golfe vont investir une somme énorme aux États-Unis. Et ça, pour moi, c'était très satisfaisant. Je pense même que c'est bien mieux comme ça. Oui, Taco, taco, taco. Taco, taco, taco. Always chicken. Trump se défile toujours parce qu'il a lui-même établi le précédent qu'il prétend maintenant que l'Iran suit. Vous savez, tout ça nous coûte énormément. En plus, vous nous avez causé des dégâts. Vous nous avez frappés, vous nous avez attaqués. L'Iran n'a pas attaqué les États-Unis. L'Iran n'a pas attaqué Israël. Ce sont Israël et les États-Unis qui ont attaqué l'Iran. Et l'Iran le dit très clairement. On ne reculera pas. Pas du tout. We're not backing down at all from this, not at all. il dit « Je ne m'intéresse pas au détroit d'Ormuz. Nous ne dépendons pas du détroit d'Ormuz. Mais ces États du Golfe nous demandent de faire ça. Et ils vont compenser en investissant aux États-Unis. Pensez-vous qu'il y a une part de réalité dans cet argument? No, no. I mean, it's, it's Non, non. Je veux dire, c'est un mensonge de la part de Trump. Les États-Unis dépendent totalement du Golfe Persique pour le pétrole brut acide, celui qu'on utilise pour produire le carburant d'aviation et le diesel, sans l'approvisionnement du Golfe Persique. Et le plus ironique, c'est que Stas Karpivnik disait que le seul pays qui exporte ce type de brut, c'est l'Iran. Alors il se trompe peut-être, mais si c'est vrai, les États-Unis ont besoin du pétrole iranien. Sinon, ils n'ont tout simplement pas assez de ressources pour produire le carburant d'aviation et le diesel qu'ils consomment. to make the aviation fuel and diesel fuel that it consumes. Les systèmes de défense aérienne autour de la centrale nucléaire de Bushehr, dans le sud de l'Iran, ont été activés. Je ne sais pas s'ils veulent aller jusque-là, frapper l'une de ces installations nucléaires, en particulier la centrale de Bushehr, qui est au sol. Ils peuvent la frapper, oui, mais elle n'est pas liée au programme nucléaire iranien. Ce programme nucléaire avancé sert essentiellement à produire de l'énergie. Est-ce que vous imaginez les États-Unis faire ça, frapper une centrale nucléaire? Yeah, potentially. Oui, c'est possible. They're that reckless. Oui, ils sont aussi imprudents que ça. Oui, ils bombardent suffisamment près, et il suffit d'une seule erreur. All I need is one mistake. Ça va influencer beaucoup de gens dans le Golfe Persique. Vraiment beaucoup. Ça va contaminer tout le Golfe Persique. Oui, c'est possible. Yeah, it could. Yeah. Oui, c'est tout à fait possible. Je veux dire, il y a bien ce risque. Danger. Oui, l'autre, Larry, en Iran, le vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, c'est bien le vice-ministre iranien, a déclaré à la télévision d'État que le mémorandum avec les États-Unis était mort, parce que ce blocus représente la dernière étape de ce mémorandum. La toute première étape, du côté américain, c'était justement la levée du blocus. Et maintenant, le blocus est de retour. Et ils ont l'impression, d'une manière ou d'une autre, qu'ils peuvent le contrôler. Ce que je trouve incroyable, c'est que Donald Trump parle de 20%,
ou peu importe le chiffre qu'il veut faire passer par le détroit d'Ormuz. Mais comment peut-il y arriver avec des navires en feu? Eh bien, il ne le peut pas. Well, he can't. Now, look, I just double-checked. Écoutez, je viens de revérifier. Le Golfe Persique est le principal fournisseur mondial de pétrole brut acide, du brut moyennement acide à très acide. Et ce type de brut est essentiel pour produire le carburant d'aviation et le diesel. En ce moment, avec cette région à l'arrêt, on fait face à une crise mondiale de l'approvisionnement en diesel et en carburant d'aviation. Il n'y a pas assez de pétrole sur le marché mondial pour compenser ce manque. Et les raffineries qui produisent le carburant d'aviation et le diesel ont besoin de ce brut acide qu'elles n'ont plus. Donc là, franchement, on a atteint le niveau de la catastrophe. We've now reached the level of catastrophe. Les États-Unis sont furieux contre Israël parce qu'Israël demande aux États-Unis de quitter l'aéroport Ben Gurion. Ils disent que vous êtes... Oui, j'ai vu ça. Mais c'est parce qu'en fait, ils l'ont vraiment dit et ils sont très sérieux à ce sujet. Ils expliquent qu'ils doivent retirer tous ces avions de chasse et ces avions ravitailleurs de Ben Gurion. Parce que vous voyez, tout le principe d'avoir tous ces ravitailleurs, c'est lié à la guerre. Et tout le monde mène cette guerre, sauf Israël. Yeah, I mean, it is. Oui, enfin, c'est ça. Encore une fois, je ne sais pas si c'était une fausse information ou si c'était vraiment vrai. Vous voyez Israël qui mord la main qui le nourrit et ça ne fait qu'empirer la situation. Franchement, c'est aussi absurde que les Saoudiens qui décident d'attaquer les Houthis. On pourrait presque créer un prix de la décision la plus stupide de la semaine. On a les Saoudiens qui attaquent les Houthis et maintenant, Israël qui refuse aux États-Unis le droit de faire atterrir des KC-135 pour le ravitaillement en vol. Magnifique. Ou peut-être que c'est une manœuvre de la part des Israéliens pour dire qu'ils ne font pas partie de cette guerre et que personne. Parce qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a dit d'une certaine manière que si l'Iran les attaquait, alors il n'y aurait plus de paix et qu'ils allaient riposter. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont peur que l'Iran les attaque? Ils sont en paix maintenant, non? Ou bien, ils veulent faire quelque chose au Liban et ils veulent voir si, en agissant là-bas, l'Iran va les attaquer. Eh bien, avec le protocole d'accord mort, je peux très bien imaginer l'Iran dire au Hezbollah, « Écoutez, si vous devez vous défendre, allez-y. Vous pouvez lancer des offensives contre Israël. Faites ce qu'il faut pour vaincre Israël. Allez-y. » Trump dit que le pétrole coule comme jamais auparavant. Et ça, vous savez, c'est grâce à la puissance incroyable de l'armée des États-Unis. Un salut particulier au secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, au chef d'état-major interarmé, le général Dan Kane, et au commandant du commandement central américain, l'amiral Brad Cooper. Grâce à eux, et à tous les membres de la force militaire la plus puissante du monde, de très loin, le détroit d'Ormuz reste ouvert à tout le trafic maritime, sauf pour l'Iran. Et ça, c'est à cause de leur direction mensongère, violente et malveillante, qui les conduit tout droit vers la destruction totale. Nous allons donc imposer un blocus complet, mais uniquement sur les navires venant des ports iraniens et transportant quoi que ce soit lié à du fret iranien. Je ne vois rien entrer ni sortir de ce détroit avec une telle attitude. Et le blocus, combien de ces... Si je ne me trompe pas, 2 de ces porte-avions sont encore dans la région. Oui, Larry. Je dirais au moins 2, peut-être 3. Je n'ai pas encore d'informations précises là-dessus. Mais souvenez-vous, le porte-avions, il reste à environ 300 km des côtes.
Ça veut dire que si les avions décollent, ils peuvent atteindre le littoral iranien, larguer leurs charges, puis revenir sur le porte-avions avec peut-être juste assez de carburant. En général, ils rentrent presque à sec, mais là, ils devraient avoir de quoi revenir jusqu'à la base. Par contre, ça limite leur rayon d'action, donc ils vont surtout frapper le long du littoral. Ce qui me frappe, c'est qu'ils ne cherchent pas du tout à pénétrer profondément en Iran. Et je pense qu'en partie, c'est à cause de leurs limites, du manque de missiles capables de le faire. Ceux qu'ils ont, vous savez, ne sont pas nombreux ni largement disponibles. Oui, le rapport indique qu'un navire de guerre de la marine koweïtienne a été pris pour cible et que 4 membres d'équipage ont été blessés. Et les attaques reprennent à Khuzestan, Larry. Et remarquez bien, quoi que les États-Unis soient en train de lancer maintenant, l'Iran n'a pas attendu que Washington commence. Ils ont frappé immédiatement et ils vont riposter encore plus durement à cette attaque. Des frappes aériennes américaines sur plusieurs villes iraniennes. Larry, est-ce que tu vois un lien quelconque entre le blocus en cours aujourd'hui et les 2 élections, l'une aux États-Unis et peut-être la plus importante, celle en Israël? Et concernant Benjamin Netanyahou, il sera aux États-Unis la semaine prochaine. Il l'a confirmé il y a seulement quelques heures. À quelles élections d'aujourd'hui faites-vous référence? Je parle des élections en Israël. Est-ce que, parce que Donald Trump, depuis l'annonce du protocole d'accord, Benjamin Netanyahou a été violemment attaqué en Israël, avec l'idée qu'il perdait tout, qu'il avait tout perdu. En ce moment, revenir d'une certaine manière au blocus aide la position de Benjamin Netanyahou en Israël. Est-ce que vous voyez un lien entre ce qui se passe là-bas et la situation politique interne en Israël? Eh bien, c'est justement ce que je demande. Alors, Israël organise des élections? Je n'en avais pas entendu parler. Oui, ils vont les avoir cette année. Ah oui, non, ils vont bien l'avoir. D'accord, ils vont l'avoir cette année, mais pas aujourd'hui. Je pensais qu'ils le faisaient aujourd'hui. D'accord. Oui, écoutez, ça n'a pas d'importance. Vraiment, ça ne change rien. Ce n'est pas comme s'il y avait un candidat pour la paix et que Netanyahou était le candidat de la guerre. Je pense que tous les Israéliens qui se présentent à ce poste en ce moment, tous les sionistes, soutiennent la guerre. Ils soutiennent la destruction du Hamas et même, si nécessaire, celle de l'Iran. La raison pour laquelle je pose la question aujourd'hui, c'est que Donald Trump a dit que la guerre du Vietnam, celle d'Irak et celle d'Afghanistan avait duré de nombreuses années. Donc, j'ai pas vraiment de problème avec le calendrier, avec la durée de la guerre contre l'Iran. En gros, ça veut dire qu'il va poursuivre la guerre pour renforcer la position de Benjamin Netanyahou en Israël. Parce que s'il est écarté du pouvoir, ça change beaucoup de choses. Pas pour nous, pas pour la politique d'Israël à Gaza ou au Liban. C'est une question qui concerne Benjamin Netanyahou lui-même et rien d'autre. Oui, et je pense que tu donnes trop d'importance à Netanyahou. D'accord, imaginons que Netanyahou soit écarté, et ensuite, tu crois que la politique israélienne va changer? Elle ne changera pas. Elle ne changera pas vis-à-vis de Gaza, ni de la Cisjordanie, ni du Liban, du sud du Liban, ni de l'Irak. Comme je le dis, Bibi, tout ce cirque politique autour de lui, c'est juste une distraction. Parce que sur le terrain en Israël ou dans la politique d'Israël vis-à-vis de l'Iran, ça ne change absolument rien. Nous avions l'ancien directeur de campagne du président Trump,
Brad Parscale, et $1,5 million de dollars par mois pour influencer la campagne, en ciblant les jeunes conservateurs MAGA, entièrement financés par Israël. C'est le magazine Time qui l'a révélé. C'est paru dans Time. Il s'est lui-même présenté ainsi. Je pense que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas à quel point Donald Trump et Benjamin Netanyahu sont liés ou s'influencent mutuellement. Ces deux hommes, je ne parle pas d'Israël et des États-Unis, je parle bien des deux personnages, le président des États-Unis et Benjamin Netanyahu, le premier ministre d'Israël. Voilà. Right. Yeah. Alors, encore une fois, pensez-vous, est-ce que vous suggérez qu'il y aurait un changement dans la politique d'Israël envers l'Iran? Non, je ne crois pas qu'ils vont changer quoi que ce soit à leur politique. Yes. So I said, it doesn't matter what happens to Bibi. Comme je l'ai dit, peu importe ce qui arrive à Bibi. Ce qui compte pour moi, c'est uniquement de savoir s'il peut y avoir un vrai changement de politique. Qu'ils disent, par exemple, bon, il faut qu'on arrête d'envahir l'Iran, ou il faut qu'on arrête d'envahir le Liban et d'essayer d'éliminer le Hamas. Qu'ils reconnaissent qu'il faut renoncer à cette idée d'une invasion iranienne, d'une escalade de guerre. Mais ça n'arrivera pas. Et c'est bien là tout le problème. That's the problem here. And the source that you mentioned about La source dont vous parlez, à propos du ravitaillement des avions citernes en Israël, c'est Cannes. Cannes, c'est l'un des médias israéliens. Et ils ont déclaré qu'après une évaluation opérationnelle, menée à la suite d'ordres du haut commandement de Tsahal et de responsables politiques, la ministre israélienne des Transports a annulé l'autorisation donnée aux avions militaires américains d'atterrir à l'aéroport international Ben Gurion. Donc c'est bien pour l'instant, ouais. Enfin, on verra combien de temps ça dure. Aujourd'hui, Larry, on a appris que la France essaie de produire des armes en Ukraine et qu'elle autorise ses fabricants, ceux qui produisent ces armes, à aller en Ukraine pour les fabriquer sur place. Et la même chose se passe avec, enfin, ils en parlent aussi. D'un autre côté, j'ai parlé aujourd'hui avec John Elmer. Il dit qu'il critique le point de vue du ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov. Il explique que hier, Lavrov a déclaré que les Ukrainiens étaient des terroristes, que ces attaques, ces drones, toutes ces opérations sont des actes terroristes commis par les Ukrainiens. Il a dit que si on minimise l'importance de ces attaques, on se trompe parce que c'est la guerre. Ce n'est pas un acte terroriste de la part des Ukrainiens. L'argument de John Elmer, c'est celui-là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que si on ne les dit pas comme elles sont, on en réduit forcément la portée. Quelle est, selon vous, la situation en Ukraine? Et comment voyez-vous la manière dont l'Ukraine utilise ses drones contre des civils et contre la Russie? On a l'impression que, je ne sais pas, comment vous percevez la stratégie de la Russie? Est-ce que ça va, enfin, quelle pourrait être la sortie de ce genre de problème avec les drones ukrainiens? La Russie intensifie ses attaques dans des zones clés comme Kiev et Odessa, mais elle ne change pas fondamentalement de tactique sur le terrain à Donetsk. Elle utilise des drones et des bombes planantes pour grignoter le territoire devant elle, afin de réduire au maximum le nombre de soldats qui doivent se battre au corps à corps ou dans un échange de tirs directs. On voit bien qu'ils cherchent à éviter ce genre d'affrontement. Ils vont continuer à user les forces adverses, à les épuiser petit à petit. Mais regardons les choses autrement. Comparez les dégâts que l'Ukraine peut infliger avec ses frappes à longue distance sur le territoire russe. Est-ce que ça a la même ampleur, la même intensité que ce que la Russie fait en Ukraine? Non, pas du tout. Et pourtant, l'Occident se focalise sur ces frappes ukrainiennes, en essayant de minimiser ou d'atténuer ce que fait la Russie. Or, la Russie, surtout avec les bombes planantes qu'elle utilise, la plus petite
pèse déjà plus de 450 kilos, frappe à une toute autre échelle. The minimum one, that's 1,000 pounds excess. The other one's like 6,000 plus pounds. L'autre fait plus de 6000 livres et il frappe des immeubles d'habitation utilisés comme position défensive par les forces ukrainiennes. Ça les détruit complètement. Donc je pense que cette guerre va avancer beaucoup plus vite que ce que beaucoup d'experts imaginent et que la Russie va prendre de plus en plus de territoire à un rythme bien plus rapide. Et vous savez, est-ce que c'est possible que tout ça soit terminé d'ici la fin de l'année? Oui, je le pense. Ce n'est pas hors de portée. Mais Poutine, clairement, il parle différemment maintenant. Et je dirais qu'il est plus en phase avec Lavrov, qui a dit que les États-Unis n'étaient pas dignes de confiance. En plus, Trump vient d'annoncer qu'ils allaient lancer ces méga sanctions contre la Russie. Et vous croyez que la Russie va rester là sans rien faire en acceptant ce genre d'insultes? Moi, non. Without any response, I don't. The other point of John was that L'autre point que John a soulevé, c'est que Poutine n'a pas autorisé l'armée russe à frapper ses drones de reconnaissance dans la mer Noire. in the Black Sea, Ce sont en gros des drones américains, britanniques et européens. European drones. Ce sont des drones de reconnaissance. Ils recueillent des informations dans la région. Il a dit que l'une des principales cibles devrait être ces drones, qu'il faut les frapper parce qu'ils collectent des données et que ces données sont ensuite utilisées par les Ukrainiens. Mais la Russie n'a pas pris la décision de les frapper. But Russia Yeah. didn't decide to hit them. Well, Eh bien, nous n'avons pas de rapport positif, ni dans un sens ni dans l'autre à ce sujet. Je veux dire, pouvez-vous citer un rapport où la Russie dit « nous n'allons pas les frapper ». Russia says we're not going to hit them. Non, non. So, you know, it just. Vous savez, il y a beaucoup de propagande diffusée par les Ukrainiens qui affirment qu'ils percent les défenses, qui touchent tous ces navires. Ils prétendent en avoir détruit 30. Ce n'est pas vrai. Ils en ont endommagé une vingtaine. Oui, ils ont causé des dégâts. Mais bon, et alors, c'est la guerre. On subit des pertes, on encaisse des coups. La vraie question, c'est de savoir si l'Ukraine inflige plus de souffrance à la Russie que l'inverse. Pour moi, non. Je ne pense pas qu'on puisse trouver une seule station-service encore en état de fonctionner à l'est du Dniepr, que ce soit à Dnipro, à Petrovsk, à Zaporizhia, à Sumy ou à Kharkiv. Je ne crois pas qu'il en reste une seule. Et ça aide qui? Ça aide la Russie. Ça n'aide pas du tout l'Ukraine. Helps Russia, doesn't help Ukraine at all. But that's part of their propaganda machine. Mais ça fait partie de leur machine de propagande, la machine de propagande ukrainienne, parce qu'ils veulent gagner du temps. Ils veulent obtenir plus de soutien. Et ils y arrivent. Et Donald Trump a dit qu'il allait soutenir cette résolution bipartisane, celle qui soutient l'Ukraine, et prévoit d'envoyer plus d'aide, celle sur laquelle Lindsey Graham et Blumenthal travaillaient ensemble. Together with Blumenthal, we're working on. Yeah, and that's good. Oui, c'est bien. Mais ça va encore plus tendre les relations entre les États-Unis et la Russie. Je pense qu'il est très peu probable que Witkoff et Kushner retournent à Moscou de sitôt. Back to Moscow soon. Today I talked with Colonel Wilkerson. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le colonel Wilkerson. En gros, Larry, il voit l'ensemble du tableau. Il comprend ce qui se passe. Il voit que même avec l'attaque contre l'Iran, ce pont de l'Iran qui relie l'Iran à la Chine, tout ça pour lui, c'est une question de vision d'ensemble. Ce n'est pas une histoire d'Iran. Ce n'est pas une histoire de Russie. C'est une question de rapport de force, de changement de pouvoir. Mais à Washington, il comparait tous ces empires à l'Empire américain. Il dit que le problème de l'Empire américain, c'est qu'il est armé de bombes nucléaires. Et si un jour il devient désespéré, il peut s'en servir. Et là, ce serait la fin pour beaucoup de gens. Well, Eh bien, les utiliser où? En Russie? in Russia? Oui. Non, il n'a pas dit qu'ils allaient l'utiliser dans un endroit précis. Il parlait plutôt de ces forces opposées qui sont en train de se redéfinir. D'un côté,
on voit la Russie, la Chine et l'Iran essayer de redéfinir leur partenariat, leurs relations. De l'autre, on voit les États-Unis et l'Alliance occidentale qui, d'une certaine manière, se désagrègent parce qu'il y a des divisions entre les États-Unis et les Européens. Et aussi des divisions entre différents pays en Europe. Ce ne sont pas de bons signes, mais il dit qu'au fond, les États-Unis deviennent de plus en plus désespérés face à ces changements en cours. Exact. Je pense que c'est juste. Oui, Ils deviennent de plus en plus désespérés. Mais encore une fois, ils ont de moins en moins d'options. C'était justement le point que je soulevais tout à l'heure. Peu importe qu'il s'agisse de l'Ukraine ou du soutien aux pays du Golfe face à l'Iran. Les États-Unis ne peuvent même plus fournir à Zelensky davantage de missiles patriotes. Ils peuvent bien promettre « on va vous laisser les fabriquer ». Avec quoi? Il faut des terres rares pour les assembler complètement. Personne n'en a. La Chine n'en vend plus à l'Occident. Donc, on se retrouve dans une situation où l'Occident est coincé. Il doit produire certains types d'armes, mais il n'a pas la chaîne d'approvisionnement nécessaire pour le faire. Les ressources américaines sont déjà étirées entre l'Ukraine, Israël et le Golfe Persique. Et il n'y a pas vraiment d'alternative. À un moment donné, Trump finira par céder et demander un nouveau cessez-le-feu. est-ce que vous voyez l'Europe participer à la guerre au Moyen-Orient? Eh bien, il participe déjà. Que voulez-vous dire par activement? Ils envoient déjà des missiles. C'est bien une activité. Ils ont déjà des mercenaires étrangers venus de ces pays. C'est actif, ça. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment essayer de lancer des attaques eux-mêmes? Si c'est le cas, ils seront frappés dans leur propre pays par la Russie. Je pense que la plupart ne le feront pas. Ils comprennent que c'est trop dangereux, trop risqué. Et la Russie a clairement fait passer un message ces derniers jours. Leur stock d'Iskander augmente et leur capacité à frapper des cibles en Europe reste intacte. Donc, si l'Europe veut étendre ce conflit, la Russie, elle, n'a pas envie de le faire, mais elle relèvera le défi. Et l'Occident finira par le regretter. Est-ce que vous voyez en ce moment la Russie frapper certaines cibles en Europe? Oui. Est-ce qu'on s'en approche ou est-ce qu'on en est encore loin? Non, je pense qu'on y arrive. Encore une fois, tout dépend si on en reçoit davantage. Dans les dernières 24 heures, environ 300 drones ont été tirés sur Moscou et la Russie les a tous abattus. La technologie anti-drone russe devient de plus en plus sophistiquée. Donc, dans la mesure où ils peuvent abattre des drones ou des missiles balistiques, la situation est meilleure. Ça réduit le risque d'escalade tant que la Russie les intercepte. Et dans ce cas, il n'y a pas de femmes, d'enfants, de civils tués. La pression sur Poutine et sur l'état-major pour riposter sera donc moindre. Mais si certains passent et tuent des civils, surtout dans des régions comme Novosibirsk, alors je pense qu'on verra une réaction furieuse de la part des Russes qui pourrait sérieusement nuire aux intérêts occidentaux et même conduire à de véritables attaques contre l'Allemagne, la France ou l'Italie. Mais est-ce que ça préoccupe les États-Unis, la situation économique en Allemagne? On part du principe qu'ils sont alliés. On veut que son allié soit fort, pas qu'il s'affaiblisse de plus en plus. Est-ce que c'est une inquiétude pour les États-Unis? Eh bien, je peux retourner la question. Est-ce que les États-Unis peuvent faire quelque chose pour inverser ce processus? Oui. Pour être honnête, oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au fond? D'abord, Mettre fin à la guerre en Russie
et rouvrir le gazoduc Nord Stream. Oui, Et mettre fin à la guerre dans le golfe Persique. oui. À part capituler et mettre fin à la guerre, tout ce que les États-Unis essaieront de faire sur le plan offensif va te retourner contre eux. Ce sera inefficace. It's going to be ineffective. Europe, I think they could have had a better. Oui, je pense qu'ils auraient pu jouer un rôle plus important dans ce qui se passe des deux côtés. Tu penses que le changement, on parlait des évolutions en Europe sur le plan politique, géopolitique et de l'arrivée de nouveaux dirigeants, mais en réalité, il ne se passe rien en Europe. Il y avait un certain espoir que l'alternative für Deutschland devienne une vraie alternative, mais on dirait que le nouveau dirigeant est, d'une certaine façon, opposé à la Russie. But it seems the new leader is somehow against Russia. Well, so yeah, what we're not Eh bien, seeing right ce qu'on ne voit pas en ce moment, c'est une montée de la pression populaire pour obliger ces gouvernements à reculer, à mettre fin à leur attitude belliqueuse, à chercher un terrain d'entente avec la Russie. Ces forces politiques existent, oui, mais jusqu'ici, elles ne sont pas assez fortes pour que les gouvernements se sentent vraiment contraints d'y céder. Oui, j'ai justement mentionné dans l'un des reportages récents que la tour de télécommunications de Sirik, dans la région de Sirik, au sud de l'Iran, a été visée par des frappes aériennes américaines chaque nuit depuis 3 jours et plus de 6 fois au cours du dernier mois. Elle est toujours debout, toujours là. Et on a une photo de ça. Je vais te la montrer, Larry. Attends juste une seconde. Oui, voilà la photo. Il est toujours debout, hein? Et ce pont qu'ils ont détruit, ce pont était de nouveau là après, 24 heures. Le pont a été réparé et en ce moment, il est fonctionnel. Il marche. 48 heures. Oui, 48 heures. Oui. 48 hours. Yeah, 48 hours. Yeah. The war is somehow helping D'une certaine façon, la guerre aide les ingénieurs en Iran à progresser. On les pousse maintenant à mieux travailler, à se surpasser. Larry, l'Ukraine et l'Iran, ces deux cas-là, ce sont 2 dossiers importants pour les États-Unis. Et à quel point on a 2 lobbies aux États-Unis. L'un soutient l'Ukraine, l'autre soutient Israël. Et d'une certaine manière, ils se recoupent sur certains points. Alors, qui sont ces gens qui soutiennent les deux à la fois? Parce que Robert King, lui, ne fait plus partie de ce groupe à ce stade. Oui, ce sont des chrétiens évangéliques qui croient au sionisme et pensent que c'est nécessaire pour provoquer le retour de Jésus. Voilà qui ils sont. That's who they are. On avait Ro Khanna qui est allé en Cisjordanie, Larry, et il a été critiqué sur Fox News. Ils l'ont attaqué comme... Enfin, je vais te montrer. Je ne comprends pas comment on peut faire ça à un citoyen américain, juste parce qu'il soutient un pays étranger. Voilà comment ils l'ont traité sur Fox News. Pourquoi n'avez-vous pas coordonné cela avec Israël, sachant qu'il s'agit d'un allié indéfectible des États-Unis et compte tenu de l'histoire récente du massacre du 7 octobre? Et surtout, pourquoi avez-vous refusé de rencontrer les survivants juifs des attaques terroristes du Hamas ce même jour? L'ambassadeur ment. Nous avons bien informé, monsieur. À un certain moment, si tout le monde ment, si je pouvais juste répondre à votre question. Mais enfin, monsieur, vous venez de dire que l'ambassadeur ment, que l'armée israélienne ment, que l'ambassade des États-Unis ment, à un certain moment tout de même. Pas l'ambassade des États-Unis que j'ai saluée. Moi, je salue les États-Unis. L'ambassadeur ment ouvertement. Et la réalité, c'est que nous avons coordonné avec Israël. Comment croyez-vous que j'ai pu entrer et repartir?
J'étais déjà allé 3 fois en Israël auparavant. J'ai rencontré le Premier ministre Netanyahou avant de rencontrer le Premier ministre Bennett. Si vous demandez à John et Rachel Pauling qui ont tragiquement perdu leur fils Hersh, je me battais pour Israël, pour la libération de Hersh, pris en otage. Je les ai rencontrés à de nombreuses reprises. Mais j'ai dit au gouvernement israélien que je voulais participer à un voyage mené par des Palestiniens en Cisjordanie parce que j'avais déjà fait 3 voyages en Israël. J'avais entendu le point de vue israélien et cette fois, je voulais passer 3 jours en Cisjordanie pour entendre le point de vue palestinien. Ils le savaient? Le fait est que, simplement parce qu'un homme politique américain veut soutenir les Palestiniens, ça ne donne pas à Israël le droit de laisser des colons violents détenir des Américains avec un passeport, ni à l'armée israélienne le droit de nous arrêter. Ce n'est pas seulement moi. Tucker Carlson, entre autres, a dit que c'est scandaleux que ça arrive à des citoyens américains. J'ai voyagé en Chine, en Arabie Saoudite, un peu partout dans le monde. Jamais une chose pareille n'est arrivée à des détenteurs de passeports américains. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur mon idéologie, mais en tant qu'Américain, on devrait être clair. Aucun pays. Je ne suis pas en désaccord avec vous sur votre idéologie, monsieur. Je n'ai aucun intérêt personnel dans cette affaire. Il s'agit simplement de suivre les faits et d'écouter vos déclarations officielles. De la part du gouvernement, là-bas, c'est aussi la réalité d'entrer dans une zone qui était restreinte, sans aucune coordination préalable. C'est tout simplement faux. Nous avons prévenu Israël à l'avance et Haaretz, le journal israélien, a dit que le gouvernement israélien avait tort, le plus grand, le plus ancien journal du pays. Tout ce que je veux, c'est que les gens regardent les vidéos. Elles sont sorties aujourd'hui. Nous les avons, monsieur. Nous les avons. Et on les a diffusées tout au long de la séquence pour que nos téléspectateurs puissent voir ce qui se passe ici. Il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir. Il existe une vidéo de caméra piéton d'1 minute et 30 secondes filmée par un citoyen israélien, Nadav Wyman, qui est sorti et montre que les forces de défense israéliennes. D'accord, on va regarder ça aussi, monsieur. On va s'en occuper. Mais merci d'avoir pris le temps de parler avec nous. What a cunt. What a cunt. Ouais, You know, quelle salope. she just- Quelle salope. just Franchement, shameful. elle est juste honteuse. But, you know, Mais tu sais, il fut un temps, il y a, 23 ans, où j'étais analyste pour Fox News. 23 Et j'ai pris leur argent. I was, Fox News. Aujourd'hui, ils ne pourraient pas me payer assez pour que je remette les pieds sur cette chaîne. Pay me enough to go back on C'est devenu un pur outil de propagande pour Israël. Pas America First, non. Pour eux, c'est Israel First. C'est eux qui paient les factures. Ouais, lamentable. That's who pays their bills. Yeah, despicable. Le problème, c'est qu'ils le forcent. Il faut prévenir le gouvernement israélien avant d'y aller. Il faut les informer. Pourquoi? Parce que si c'est une terre où tu peux aller librement, alors tu y vas simplement, ton passeport à la main. But as I said, so follow the rules. Mais comme je l'ai dit, il faut suivre les règles. Elles peuvent être stupides. Elles peuvent même être illégales, peu importe. Mais lui, il a suivi les règles. Encore une fois, ils essaient de le faire passer pour l'agresseur, pour celui qui aurait enfreint les règles. Ce n'est pas le cas. Mais je suis content que les Israéliens aient fait ça à Rokana, parce que ça ne fait que confirmer une chose. Israël est un État hors de contrôle, surtout les sionistes. Ils ont attaqué les États-Unis en 1967, le USS Liberty. Ils ont tué des Américains à plusieurs reprises. Ils ont tué des chrétiens. À mes yeux, ce n'est pas un pays bon ou honorable. C'est une honte, un groupe de fanatiques génocidaires. They are a disgrace. They're a group of genocidal maniacs. Ils mettent beaucoup de pression sur Rokana. Et regardez les infos, la façon dont ils l'attaquent. On dirait qu'ils essayent d'une manière ou d'une autre de l'intimider. Moi, je ne le vois pas reculer.
Il n'est pas... down. He's not. It's building a lot of credibility for Ro Khanna. Ça donne beaucoup de crédibilité à Ro Khanna. Vous savez, je ne sais pas, est-ce qu'il est citoyen américain de naissance? Si c'est le cas, il pourrait avoir une chance à la présidence. Vous voyez, ce n'est pas un extrémiste, c'est plutôt ce qu'on appelait autrefois un démocrate raisonnable. Et puis sa volonté de travailler avec des républicains comme Thomas Massie ou Marjorie Taylor Greene, qui, vous savez, ont été mis à l'écart par leur propre parti. Le Parti républicain est devenu, à mon avis, une simple caisse de résonance sioniste. J'ai refusé de m'y inscrire, et pourtant, avant, je donnais un peu d'argent. Mais c'est fini. Plus un centime. Plus jamais. Not anymore, not one cent. Never again. Thank you Merci Larry, merci beaucoup. so much. All right. D'accord. On en reparle demain, vers 5 heures. Or the Tomorrow. Attendez, c'est mauvais que c'est... D'accord. same time. Je peux demain à 16 heures. Tomorrow. Yeah, fine. Hang Fine. on. Let me check. Okay. Okay. I can do that. 5 o'clock tomorrow. Okay. D'accord, à bientôt. On se voit demain. See you tomorrow. All right. D'accord, Nima. Later, À plus tard, mec. Bye. Salut, à bientôt, bye bye. See you. Bye bye.